Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. À la une cette semaine de l'hebdomadaire Exodus. C'est une légende. Mais une légende qui retrouve une signification. C'est ça qui nous a donné, avec Laetitia Henriquez notamment, le point de départ pour ce dossier. C'est la façon dont la ville de Sète, dont est parti historiquement ce navire, cette arche de fortune, avec 4554 passagers juifs, pour la plupart d'ailleurs survivants de l'Holocauste, des enfants parmi eux à son bord. Et donc la ville de Sète a décidé de célébrer, de célébrer officiellement les rambardes du port qui au travers desquels sont passés les plus de 4500 passagers lorsqu'ils ont embarqué à bord de ce navire. Et d'honorer la mémoire de ceux qui les ont aidés à le faire. Voilà. Et donc notre dossier, c'est un dossier sur l'Exodus naturellement, mais c'est aussi un dossier sur la mémoire de l'Exodus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai relu pour l'occasion. Je l'avais lu, mais j'allais dire dans le temps. Alors, c'est pas si longtemps, mais peut-être il y a 7-8 ans, lors de vacances, pendant l'été. J'avais le volume en anglais, je l'avais lu. Donc, le grand roman, on va dire historique, qui a mis en scène cette odyssée improbable de l'Exodus, qui est un roman dû à un romancier américain qui s'appelle Léon Uris. Et alors hier, je fais toujours relire mon édito. Toujours. Donc je fais l'édito là-dessus. Je l'envoie à un ami qui est un excellent connaisseur de l'histoire du Moyen-Orient, d'Israël, et qui me dit « Fais attention, j'ai le sentiment que quand je te lis, on ne fait pas bien la différence entre l'histoire événementielle réelle, on va en parler dans un instant, Steve, et sa transfiguration, sa sublimation romanesque par l'imagination d'Uris. Donc j'ai rajouté... Il s'éloigne un peu des faits parfois ? Oui. Si vous voulez, pourquoi il s'éloigne des faits ? Alors c'est très intéressant. Donc, évidemment, l'Exodus, c'est une histoire, j'allais dire, en partie inachevée. C'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas voulu que le bateau aille jusqu'à Haïfa, etc. Ils ont entrepris, disons, plein de mesures vexatoires, et même plus, pour empêcher l'Exodus de parvenir à son terme. Or, effectivement, dans son récit, qui est un récit sioniste, de part en part, une exaltation, si vous voulez, une sorte d'héroïsation de l'Exodus, Uris ménage un happy end. Et ça n'est pas seulement par américanisme, c'est-à-dire le goût américain des happy end, c'est par sionisme. C'est-à-dire que c'est l'idée, au fond, que ce sont des hommes qui vont briser les chaînes de la galoute et, au fond, s'autodéterminer. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les résonances mémorielles de cette histoire. Mais il faut quand même savoir que Uris, j'allais dire, idéalise un petit peu ce qui est arrivé. Voilà, c'était plus compliqué. Donc vous avez un peu réécrit votre édito. Non, j'ai juste ajouté une ou deux précisions, mais vous voyez, faire relire est toujours très important. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pas du tout par narcissisme, c'est simplement que c'est intéressant parce qu'il y a du jeu dans la mémoire. Vous voyez, on le sait d'ailleurs sur tous les événements, mais il y a du jeu. Il y a du jeu entre le réel, historique, qui est parfois décevant, qui est parfois difficile, qui est parfois âpre, qui est parfois frustrant, etc. Et, au fond, la mémoire. Et la mémoire que nous avons aujourd'hui de l'Exodus, elle est imprégnée effectivement de ce récit d'auto-libération, vraiment qui concerne en plus des damnés de la terre. Vous voyez, des hommes et des femmes qui ont tout perdu dans l'épreuve de l'extermination et qui vont reconquérir une dignité en s'embarquant sur cette arche de fortune où je vous fais pas un dessin, hein. Il y avait des rationnements, il y avait des maladies, etc. C'était extrêmement âpre et difficile. Alors, dernier mot, parce que ça a joué énormément. Avant de venir à un autre des titres. Mais ça a joué énormément sur le plancher politique. Et d'ailleurs, Laetitia y fait allusion dans le papier. Avec le témoignage qu'on a republié, qu'on a vu il y a quelques années quand vous étiez au journal, du commandant de l'Exodus, un vieux monsieur, aujourd'hui disparu, mais on l'a republié. On l'a rendu hommage à Sète il y a quelques Monsieur jours. Aronovitch, voilà. Mais, dernier mot. Historiquement, le saisissement qui a saisi la planète autour de l'Exodus a eu pour conséquence de rendre le projet d'autodétermination nationale du peuple juif subitement sympathique à une grande partie de l'opinion qui était jusqu'ici réticente, et notamment les Américains. Et donc après, vous aurez une séquence entre 48 et 58, au moment où Uris écrit son livre et ensuite Otto Preminger le porte à l'écran, où il y avait une sympathie considérable pour le jeune et frêle Judenstaat. Ça, c'est cette séquence que nous avons également restituée. Dans l'histoire de l'Occident, ça a beaucoup compté, dans l'histoire de l'Union soviétique également. Et c'était l'époque, et je le dis dans l'édito d'ailleurs, où
Hollywood, qui n'était pas gangréné par le politiquement correct, qui n'était pas gangréné par le gauchisme woke, n'avait pas honte et se cachait pas derrière son petit doigt pour applaudir Israël. Alexis Roston, dans le thème du sionisme, avec cette journée qui sera organisée dimanche autour du Trocadéro pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Et c'est notre ami Gilles Taïeb qui a pris les commandes de cette merveilleuse manifestation à laquelle, je pense, vont assister beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs en raison c'est en raison du très beau temps. C'est pas un meeting politique, mais c'est quasiment, vous voyez, c'est donc il faut y aller au Trocadéro, il va faire beau, et c'est le moyen, effectivement, de marquer le coup, et aussi de répliquer, mais de manière positive, à la lame de fond des discours antisionistes qui aujourd'hui ont tendance à se répandre trop souvent, notamment dans les jeunes générations ou dans les universités. Alexis, est-ce que vous voulez dire un mot sur le sacre, ou en tout cas la très belle performance de la sélection israélienne? Mais je veux toujours bien dire un mot, simplement je vais passer pour ridicule, parce que on va voir que je connais rien à ce domaine-là, donc c'est peut-être vous qui êtes le mieux qualifié. Mais vous avez tendu un piège à vil. Pas du tout. En tous les cas, c'est pour dire que nos éditeurs peuvent trouver l'article de Jonathan Damani sur cette performance historique de la sélection israélienne. Alors peut-être un autre mot sur la violence dans les localités arabes. On a beaucoup parlé de la volonté de Benjamin Netanyahou de permettre désormais au Shin Bet d'intervenir dans ces quartiers pour lutter contre la criminalité. C'est une des urgences du moment dans le pays. C'est une urgence du moment, et dites-vous bien que nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, surtout en Israël, où il y a une accélération des cycles et de l'imprévu dans l'histoire. Mais souvenons-nous, par exemple, du début de ce qu'on a appelé après, sur le plan international, la deuxième intifada. Que Shlomo Ben-Ami, en 2000. Voilà, mon ami Shlomo Ben-Ami, que j'aimais beaucoup, auquel il a eu tant de mal à répondre. Ça commence toujours dans les localités arabes israéliennes. Donc, vigilance aujourd'hui. Probablement d'ailleurs que, historiquement, saisi par le refus d'Arafat à Camp David, l'administration Barak, à l'époque, a réagi trop fortement. C'était pas d'ailleurs Ben-Ami, c'était l'administration Barak. Ils ont réagi trop fortement. Mais il faut réagir. Il faut pas laisser se développer ce climat de violence et d'impunité qui, généralement, est porteur du pire pour les Israéliens. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Actualité Juive à retrouver en kiosque un peu partout en France et sur abonnement sur le site actualitéjuive.com. Merci, Alexis. Merci beaucoup, Steve.